Pourquoi une personnalisation plus grande de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur est-elle souhaitable? Bien sûr, une personnalisation plus grande de l'apprentissage est également souhaitable dans l'enseignement supérieur, au même titre que dans tous les enseignements, pour trois raisons qui m'apparaissent fondamentales. La première, c'est que l'étudiant, selon la théorie des intelligences multiples de Gardner, présente différentes formes d'intelligence. Il apparaît donc nécessaire, sur un plan strictement pédagogique, de varier les portes d'entrée dans un cours pour ainsi en assurer l'accès à tous, et ce sera déjà une première individualisation possible. Dans un second temps, les étudiants partent de différents acquis, d'autant qu'ils sont adultes, d'où la nécessité, dans ce parcours d'adulte au temps investi précieux, de prendre en compte ce que sait déjà l'apprenant. C'est la validation des acquis dont parle entre autres évidemment ce décret paysage. Enfin, les étudiants apprennent selon différents rythmes et il apparaît donc essentiel d'individualiser ces parcours, ces rythmes d'apprentissage afin de conserver des étudiants motivés dans le sens évidemment de persévérants, la motivation étant fondamentale dans un parcours modulaire, certes plus flexible, mais dès lors plus long parfois. De façon générale, cette personnalisation de l'apprentissage va être un outil d'aide à la réussite, préconisé explicitement par ce décret paysage, et va permettre une véritable égalité des chances. Alors cette personnalisation plus grande de l'apprentissage est-elle possible dans l'enseignement supérieur et pourquoi? Bien sûr elle est possible, ne serait-ce que parce que répondre non à cette question impliquerait, je pense, du coup de ne rien mettre en place afin de tenter un maximum d'actions vers cette individualisation, peu importe le caractère parfait ou non de son action pédagogique. Simplement, qu'est-ce qu'on met en place? Si on se dit que ce n'est pas possible, eh bien alors on ne fait rien pour la personnalisation, pour l'individualisation des apprentissages. Néanmoins, certaines conditions vont favoriser ou non cette individualisation. En premier lieu, je citerai le nombre d'étudiants dans le groupe classe, étant attendu qu'un parcours individualisé nécessite de la part du formateur, de l'enseignant, de réserver du temps à chaque étudiant. Ce qu'un auditoire rempli me semble permettre moins facilement que par exemple en promotion sociale ou dans des cycles d'études qui comptent moins d'étudiants, où on peut suivre personnellement un étudiant qui arrive en fin de parcours, où on peut suivre un petit groupe classe, chaque individu de ce groupe classe, plus facilement. Dès lors, un petit nombre d'étudiants rend ce processus faisable. Trop d'étudiants me semble difficilement permettre cette individualisation. À moins que les ressources matérielles en deuxième lieu qui sont disponibles peuvent évidemment faciliter ou non cette personnalisation. Je pense aux ressources matérielles disponibles au sein de l'institution. Disposons-nous bien de laboratoires, d'ordinateurs, de tableaux informatiques, etc. Mais aussi au domicile de l'étudiant qui disposera, par exemple, d'un ordinateur d'un accès à Internet, mais d'un ordinateur assez puissant pour faire ce qu'on lui demande de faire. Ensuite, il y a dans le chef du chargé de cours un côté prise de risque, un côté essai-erreur qu'il faut tenter. Peut-être qu'on garde des pratiques plus collectives, qu'on individualise moins, parce qu'on reste accroché à ce qu'on sait faire, et qu'individualiser les parcours implique ce petit lâcher-prise. On n'est vraiment pas sûr que ce qu'on met en place, et on met plein de choses en place, fonctionne, soit faisable, on teste. Le but du jeu sera bien entendu de veiller à ce que l'étudiant soit certes autonome dans cet apprentissage individualisé. C'est cette autonomie qui va également permettre cette personnalisation,
mais non autodidacte. Autodidacte signifiant qu'il va fonctionner sans professeur. L'individualisation se fera donc dans les limites du raisonnable. Il faut qu'il reste un pilote dans l'avion. Cette personnalisation d'apprentissage est-elle possible dans l'enseignement supérieur? Elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Se dire qu'elle est impossible impliquerait de toute façon de ne rien mettre en place pour tenter cette individualisation maximale. Néanmoins, certaines conditions vont la favoriser ou non. Je pense prioritairement au nombre d'étudiants dont le formateur est en charge. Il est bien évident que face à un groupe classe limité ou face à un parcours individualisé, par exemple de l'étudiant préparant son épreuve intégrée, cette individualisation est automatique, quasiment automatique. Par contre, face à un auditoire bien rempli, elle est beaucoup plus limitée, évidemment. Ensuite viennent les ressources matérielles qui sont disponibles au sein de l'institution, mais aussi dans le chef de l'étudiant et qui vont favoriser ou non cette individualisation. Si l'étudiant dispose à l'école et chez lui de matériel informatique performant, bien évidemment, les cours en ligne, par exemple, seront une possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas suivant le public auquel nous sommes confrontés. De toute façon, la troisième condition, la plus importante, est le risque finalement que doit prendre, que doit courir le chargé de cours dans l'amélioration de ses pratiques. Il va procéder par essai-erreur et c'est vrai qu'on a l'impression de prendre plus de risques puisqu'on procède à différentes entrées en matière, on proposerait différentes activités aux étudiants. Et dès lors, on a peut-être, quand on met un cours en place, moins la possibilité de tout tester, puisqu'on va aussi réagir vraiment au cas par cas face aux individus auxquels on est confronté. Et dès lors, il faudra prendre davantage de risques de se tromper, ce qu'un chargé de cours n'aime pas toujours. En conclusion, pour cette question, il faudra veiller dans cette personnalisation à assurer à l'étudiant certes une autonomie, mais à ne pas non plus en faire un étudiant autodidacte, c'est-à-dire qui fonctionnerait sans pilote dans l'avion, sans professeur, ce qui de toute façon n'est pas toujours possible, selon notamment les acquis des étudiants en question. Alors cette personnalisation de l'apprentissage est-elle possible dans l'enseignement supérieur et pourquoi? Je dirais qu'elle est possible pour la simple et bonne raison que c'est cette possibilité qui va en permettre l'application de façon concrète. Si on se dit que ce n'est pas faisable dans ce type d'enseignement, on ne va juste rien tenter dans ce sens. Dès lors, il apparaît toujours plus judicieux de se dire qu'une possibilité nous est offerte d'individualiser nos apprentissages. Néanmoins, certaines conditions, certains facteurs vont favoriser ou non cette individualisation. Je pense tout d'abord au nombre d'étudiants. Plus mes étudiants sont nombreux, moins j'ai de temps à consacrer à chacun. C'est un peu mathématique. Si je veux en tout cas superviser les apprentissages, il m'est difficile, face à un groupe classe d'une cinquantaine d'étudiants, de procéder à une réelle individualisation de mes enseignements. Par contre, si je suis un étudiant dans le cadre de la préparation de son épreuve intégrée, de son travail de fin d'études, eh bien là, nécessairement, ma guidance sera individualisée. Cette individualisation va être aussi plus ou moins possible selon les ressources matérielles qui sont disponibles. Je pense qu'au sein de l'institution, mais aussi au domicile de l'étudiant, plus les ressources informatiques, par exemple, sont disponibles et pointues, plus une individualisation via Internet, via l'e-learning, est envisageable. Enfin, la prise de risque du chargé de cours me semble essentielle et me semble vraiment régir cette possibilité d'individualisation.
Concrètement, le chargé de cours devra mettre en place davantage d'activités, davantage de façons d'évaluer, devra multiplier finalement ces façons de donner cours, les supports des dix cours, et dès lors, il va procéder par essai-erreur et forcément risque peut-être plus de se tromper, doit tester beaucoup plus de matériel pédagogique, ce qui peut être un frein pour un enseignant qui aime maîtriser, qui aime donner cours généralement, en tout cas c'est mon cas, en contrôlant un maximum le processus de l'apprentissage dans le sens où j'essaye que tout se passe au mieux et que plus j'individualise, plus je laisse mes étudiants autonomes, évidemment, plus je cours le risque euh, bah, de me planter ou que les étudiants se plantent dans l'activité. Quoi qu'il en soit, le risque aussi, à mon avis, est de bien veiller, de bien superviser du moins cet étudiant, afin qu'il soit autonome dans son apprentissage, mais pas autodidacte, c'est-à-dire qu'il fonctionnerait sans prof. Cette personnalisation de l'apprentissage est-elle possible dans l'enseignement supérieur et pourquoi? Je pense qu'elle est évidemment possible, ne serait-ce que parce que c'est cette possibilité qui va en permettre l'application. Concrètement, si je me dis qu'il n'est pas possible d'individualiser mes apprentissages, je ne vais rien tenter en ce sens. Donc se dire que c'est possible, bien c'est déjà essayer de garantir à tous cette égalité de traitement dans les études et de mettre en place cette aide à la réussite. Bien évidemment, certaines conditions vont favoriser ou compliquer cette individualisation. D'abord, le nombre d'étudiants m'apparaît essentiel pour un chargé de cours qui va consacrer du temps à chacun de ses étudiants et qui donc aura un peu de mal à consacrer du temps à chacun si son auditoire est rempli. Par contre, si le chargé de cours supervise un étudiant dans l'élaboration de son TFE, de son travail de fin d'études, eh bien nécessairement cette personnalisation sera automatique. Ensuite, les ressources matérielles disponibles à la fois au sein de l'établissement, au sein de l'institution scolaire, mais également au domicile de l'étudiant, vont plus ou moins faciliter cette personnalisation. Plus l'étudiant dispose de matériel informatique, par exemple pointu, plus il va pouvoir utiliser l'e-learning, qui est une des façons de personnaliser l'apprentissage. Enfin, la prise de risque dans le chef du chargé de cours m'apparaît déterminante. En effet, multiplier les supports de cours, les façons d'évaluer, individualiser les parcours, c'est mettre en place davantage d'activités par rapport auxquelles, surtout dans un premier temps, il faut être capable de lâcher prise. On ne gère pas un seul cours avec une série d'exercices, avec une façon de faire, avec une activité, mais on en gère plusieurs, et plusieurs à la fois. Et donc, je pense qu'il faut aussi oser prendre ce risque de se tromper, et peut-être le chargé de cours peut-il appliquer ce qu'il enseigne à ses étudiants concernant l'erreur, qui n'est pas nécessairement le facteur d'échec paralysant que ressentent nos étudiants et peut-être nous aussi à certains moments, mais qui est un palier, une marche vers la progression. Le tout sera de rendre l'étudiant autonome dans son apprentissage sans en faire non plus un étudiant autodidacte, c'est-à-dire qui apprendrait sans professeur. La difficulté est donc de pouvoir superviser des parcours individualisés, de pouvoir superviser des individus plus ou moins nombreux. Comment et à quelle intensité estimez-vous personnaliser vos enseignements? Bonne question. Alors d'abord, je pense que j'individualise à la fois énormément et pas assez. Je m'explique. Énormément parce que j'ai la chance de travailler avec des groupes classes limités. Concrètement,
dans le cadre, par exemple, de mon cours de français aux étudiants inscrits au CAP, certificat d'aptitude pédagogique, je travaille avec une quinzaine d'étudiants, ce qui facilite évidemment l'individualisation, qui commence par la connaissance de chaque étudiant, c'est-à-dire pas seulement évidemment de son prénom, d'où il vient, de son parcours professionnel antérieur, et simultané d'ailleurs souvent, mais également de ses atouts, de ses faiblesses a priori dans la matière enseignée, de ce qu'il redoute, de ce qu'il pense pouvoir mettre en place, etc. Un échange en début de cours permet d'individualiser énormément ce cours, d'instaurer également ce qui m'apparaît important dans l'apprentissage et dans l'individualisation, c'est-à-dire ce climat de confiance et de convivialité qui va inciter l'étudiant qui se sent bien dans la classe à partager au groupe ses réflexions et à poser ses questions. Poser ses questions, demander ce qu'on ne sait pas, est aussi une façon toute simple d'individualiser évidemment l'apprentissage. Ensuite, il me semble valoriser l'effort de l'étudiant ainsi que l'erreur qu'il peut commettre. Si un travail n'est pas réussi, l'étudiant, par exemple, a la possibilité et est encouragé même, sur base de ma correction, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un travail écrit individuel, il est encouragé, l'étudiant, à retravailler sa production pour rendre une semaine, 2 semaines plus tard, un travail abouti qui sera de nouveau évalué. La remédiation est aussi indiquée aux étudiants qui en ont besoin, notamment sont renseignés des sites qui concernent l'amélioration de la pratique de la langue française, etc. etc. Par contre, si je fais mon autocritique jusqu'au bout, je disais énormément en commençant cette intervention, mais pas assez. Pas assez parce qu'il me semble que m'apport face à l'e-learning, face à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, est parfois un frein à cette individualisation qui serait facilitée par cette utilisation. Alors, dans mes pratiques d'enseignement, comment est-ce que j'estime personnaliser mes pratiques? Eh bien, tout d'abord, et c'est une chance évidemment que j'ai de travailler avec un groupe d'étudiants au nombre limité. J'ai souvent en face de moi une quinzaine d'étudiants et je puis donc plus facilement faire la connaissance de chaque étudiant en début de cours et faire connaissance évidemment au groupe les uns par rapport aux autres, ce qui va permettre, je pense, d'instaurer un climat de confiance, un climat de convivialité, incitant l'étudiant à partager ses réflexions au groupe et surtout à poser des questions. C'est répété par moi à plusieurs reprises durant l'année. Les bêtes questions n'existent pas. Il y a éventuellement de bêtes réponses, mais vos questions ne sont jamais stupides, donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour apprendre, on est là parce qu'on ne sait pas tout. Et voilà, si vous avez besoin d'explications complémentaires, d'exercices supplémentaires, demandez et vous aurez. Donc voilà, valoriser aussi les efforts que peut faire un étudiant, valoriser les erreurs qu'il peut commettre est important pour individualiser ses pratiques. Par exemple, un étudiant qui n'atteint pas les compétences attendues dans le cadre d'une activité, d'un exercice, peut, mais même plus que peut, est invité, sur base de ma correction, à retravailler chez lui l'exercice, l'application, qui me sera rendue plus tard et qui sera de nouveau corrigée. Des pistes de remédiation sont indiquées essentiellement aux étudiants les plus faibles, afin qu'ils puissent par eux-mêmes faire d'autres exercices et acquérir aussi chez eux des compétences et des prérequis qu'ils ne maîtrisent pas toujours, notamment en français.
Pour faire mon autocritique correctement, je pense que par contre, je n'introduis pas assez de diversification dans les activités proposées et que je devrais davantage utiliser les outils en ligne qui permettent une individualisation plus grande des activités d'enseignement. Alors comment mes enseignements sont-ils personnalisés? Eh bien d'abord par la connaissance de chaque étudiant, ce que permet évidemment un groupe classe au nombre d'étudiants limité. Concrètement, j'ai la chance de travailler avec une quinzaine d'étudiants, ce qui rend donc tout à fait possible euh, des échanges en début de cours, mais réguliers avec les étudiants, non seulement évidemment au sujet de leur parcours, mais également au sujet de leurs atouts, de leurs difficultés face à la matière, de ce qu'ils redoutent. Ils sont invités à partager et d'emblée est instauré, je pense, un climat de confiance, mais aussi de convivialité, qui va inciter chacun à partager ses réflexions et à poser ses questions. Le message est explicitement formulé aux étudiants que la bête question n'existe pas. Éventuellement, j'y répondrai bêtement, mais j'essayerai de ne pas y répondre bêtement, mais chaque question est encouragée. Ensuite, l'effort est valorisé et l'erreur également, dans le sens où elle permet le progrès et elle ne doit pas être vécue comme un traumatisme. L'étudiant a d'ailleurs la possibilité de refaire chaque activité ratée sur base de ma correction afin d'aboutir à un travail dont il est satisfait. Et la remédiation est proposée évidemment à chacun selon ses besoins. Je pense néanmoins dans mon individualisation accorder beaucoup de place à l'étudiant faible et peut-être ne pas proposer assez d'activités différentes à l'étudiant qui serait plus avancé. Alors dans le cadre de mon cours et dans le cadre de la validation des acquis et de l'octroi de dispense, si un étudiant atteint d'emblée toutes les compétences attendues en fin d'unité d'enseignement, bien, il est dispensé de ce cours. Mais à côté de ces étudiants dispensés, nous avons des étudiants plus forts que d'autres par rapport aux compétences enseignées et qui souhaiteraient peut-être une individualisation plus importante, ce que, pour faire mon autocritique jusqu'au bout, je ne pratique pas assez. Je pourrais par exemple développer cette branche de mon cours en utilisant davantage d'outils en ligne.